Bienvenue dans le Moment MMA, émission du mercredi 30 juillet 2025. Et le premier combattant dont on va parler aujourd'hui, c'est le français Cyril Gane, puisque son entraîneur et agent manager Fernand Lopez a donné une interview et forcément il est revenu sur le combat qui attend le français en octobre prochain face au champion désormais incontesté Tom Aspinall. Et la grosse question, c'est comment battre l'anglais qui a l'air invincible, qui termine tous ses adversaires, que ce soit par KO, que ce soit par soumission. Il a l'air aussi de très bien encaisser les coups, alors comment faire? Fernand Lopez a tenu un peu à calmer tout le monde en expliquant que ce n'est pas la première fois que tu as un combattant qui est au sommet ou qui arrive au sommet, qui a l'air imbattable, et pourtant on trouve toujours une solution. Le premier exemple qu'il prend, c'est Cyril Gane contre Francis Ngannou. Rappelons-nous qu'à l'époque, tous les médias et sur les réseaux sociaux aussi, les gens ne voyaient pas d'issue pour Francis Ngannou. Cyril Gane mettait des KO, mettait des soumissions, il était très mobile et on avait l'impression que Francis Ngannou n'arriverait pas à lui mettre la main dessus dans ce combat-là. Finalement, Francis Ngannou, au grand regret de Fernand Lopez, a réussi à s'imposer. Et puis comme on parle de Francis, c'est le deuxième exemple qu'il donne. Quand Francis a affronté Stipe Miocic la première fois, et que Lopez était avec lui, hein, on s'en souvient, il était dans son coin, tout le monde posait la question à Miocic, mais comment tu vas faire? Ce gars-là n'a que besoin de te toucher une fois pour mettre fin au combat. Il met KO tout le monde, il est terrifiant, ça semble mission impossible. Et pourtant, à l'époque, Stipe Miocic avait trouvé la solution. Donc voilà, il a voulu un peu remettre les choses dans l'ordre, on peut pas lui en vouloir, hein. Il défend son poulain. Autre chose aussi qu'il a abordé concernant Tom Aspinall, beaucoup disent, et à juste titre, que l'anglais s'entraîne en grappling et en jiu-jitsu depuis son plus jeune âge, ce qui n'est pas le cas de Cyril Gane, et que donc le retard qu'a Cyril Gane, il ne pourra pas le combler, même avec un gros camp d'entraînement, et ce qui fait que c'est une des clés, un des chemins de la victoire pour Tom Aspinall. Bon, ça c'est vrai en réalité. Mais ce que dit Fernand Lopez, c'est que ok, Aspinall a commencé le grappling très jeune, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a gagné la DCC? Non. Est-ce qu'il a un nom dans le monde du grappling et du JJB? Non plus. Moi, personnellement, là-dessus, je suis pas forcément d'accord avec lui, parce que ça, c'est un argument que tu peux arranger à ta sauce. Si Aspinall avait été champion du monde, il pourrait dire oui, mais le MMA, le grappling appliqué au MMA, c'est pas comme le grappling pur, tu as des frappes, tu as des phases debout, etc. Et ce qui est vrai en réalité, et puis on peut aussi lui rappeler que Khabib Nurmagomedov, à ma connaissance, n'a pas été champion de la DCC, et pourtant il a étranglé tout le monde à l'UFC, et son sol était craint de tous. Pour continuer sur le sujet Aspinal, Fernand Lopez, ce n'est pas la première fois qu'il va croiser la route de l'anglais, puisqu'il y a quelques années, il coachait Alan Bodo, souvenez-vous, et ils avaient affronté Tom Aspinall. On lui a donc demandé: est-ce que tu as appris des choses lors de ce combat-là? Sa réponse, c'est que pas vraiment, ça date d'il y a plusieurs années, hein, donc Aspinall a largement eu le temps de se réinventer. Le combat s'était terminé très vite, hein, en 1 minute 30, quelque chose comme ça, c'est Aspinall qui s'est imposé. Par contre, il est assez honnête, il avait compris dès ce jour-là que Aspinall est un combattant très intelligent, parce que Bodo, debout en début de combat, avait réussi à le surprendre, hein, sur une sorte de coup de coude retourné. Voilà, Bodo pouvait sortir des techniques que tu ne voyais pas venir, qui pouvaient surprendre n'importe qui. Donc Aspinall avait été très malin, il avait amené le combat au sol, et il avait clos le débat dans ce domaine. Autre chose qu'on entend beaucoup concernant Cyril Gane, il aurait refusé plusieurs fois d'affronter Tom Aspinall. Ce n'est pas vraiment ce que dit Fernand Lopez. Une seule fois, on lui a proposé un contrat, une seule fois, l'UFC est venu vers lui, vers eux, en disant: on peut faire ce combat tout de suite. C'était un peu plus tôt dans l'année, l'UFC contacte Fernand Lopez et lui dit: on a une place pour Cyril Gane à l'UFC Manchester pour le mois de juillet, et on veut faire un combat entre Tom Aspinall et Cyril Gane. Le problème, c'est que Cyril Gane, quelques mois auparavant, avait négocié avec l'UFC, pardon, parce que Netflix voulait tourner un film avec Cyril Gane. Donc Cyril Gane et Lopez avaient dit à l'UFC: on a cette opportunité de Netflix, est-ce que vous nous autorisez à aller tourner le film et donc à nous mettre à faire un pas de côté vis-à-vis de l'organisation? L'UFC avait dit: écoutez, dans les prochains mois, on n'a rien pour vous, donc allez-y, signez avec Netflix. Donc quand l'UFC revient et dit à Fernand Lopez: on a une opportunité pour ton combattant de combattre en juillet, Lopez dit: ok, nous on peut être prêts, c'est pas le problème. Par contre, maintenant qu'on a signé avec Netflix, on est engagé, on a un contrat avec eux. Donc voyez ce que vous pouvez faire de ce côté-là. L'UFC dit ok, on s'en occupe. Apparemment, il y a eu un repas entre l'UFC et Netflix,
Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, ça coûtait beaucoup trop d'argent à Netflix de décaler le tournage, donc tout ça est tombé à l'eau. Mais d'après lui, avant cet événement, jamais l'UFC n'a proposé clairement à Cyril Gane d'affronter Tom Aspinall. Ce combat, c'est la troisième fois que Cyril Gane va avoir l'opportunité de combattre pour la ceinture incontestée. Forcément, Fernand Lopez le dit, hein, Lopez a été avec lui à chaque fois, hein, que ce soit contre Francis ou contre Jones, c'était son coach, il était dans son coin. Il y a eu des erreurs de fait, et d'après lui, par exemple, contre Francis Ngannou, erreur à partager entre lui et Cyril Gane, il dit je n'ai pas réussi à convaincre Cyril Gane de la dangerosité de Francis Ngannou au sol. Cyril pensait que si les choses arrivaient dans ce domaine, il allait être plus technique que Francis Ngannou et donc il allait le dominer. Il n'a pas pris en compte la puissance de Francis. Francis peut bloquer la situation au sol tellement il est puissant. Et Cyril Gane, à ce moment-là, quand ça s'est produit, il a tenté de le soumettre, il a tenté des choses, et en réalité, il s'est épuisé. C'est à ce moment-là qu'il a perdu le combat. Mais si Cyril Gane a bien les idées là où il faut, si Cyril Gane sait que son adversaire va tenter de l'amener au sol dès le premier round, alors bon courage, parce que son jeu de jambes pose problème à n'importe qui. Bon bah ça on va le voir contre Thomas Aspinall, hein. Maintenant qu'il a dit ça, faut pas que Thomas Aspinall lui mette un takedown dans la première minute et finisse le combat, parce que là Fernand Lopez, il va avoir l'air un petit peu idiot, mais c'est le jeu bien entendu, je le comprends très bien. Et puis vous savez, pour conclure avec Fernand Lopez, on a vu des photos d'un nouveau sparring partner de Cyril Gane, Dave Fotzing, un géant, le mec est impressionnant, il est à 2-0 actuellement en carrière MMA, et Fernand Lopez nous apprend que l'UFC a déjà contacté Lopez pour le faire combattre. Maintenant Lopez voudrait qu'il prenne un peu plus d'expérience avant de se lancer dans la Big League. Puisqu'on est chez les poids lourds, puisqu'on est dans les discussions pour le titre, on a, j'allais dire Jairzinho Rozenstruik, excusez-moi, on a notre ami Jailton Almeida, qui lui aussi a donné une interview. Et il s'est exprimé sur Tom Aspinall. D'ailleurs, lui, il combattra le même soir que Gane Aspinall, il combattra face à Volkov. Ce qu'il nous dit, c'est que Tom Aspinall, pour l'instant, on ne l'a jamais vu sur le dos et on ne l'a jamais vu prendre une grosse pression. On n'a jamais vu un combattant arriver et le mettre dos au mur, lui mettre la marche avant. Et d'après lui, c'est seulement quand tu as connu ce type d'adversaire, ce type d'adversité, que l'on voit réellement de quel bois tu es fait. Donc il y a encore des points d'interrogation autour de Tom Aspinall. Et bien sûr, il a envie de savoir ce que ça donnerait. Et puis il estime lui aussi qu'il est le combattant le plus explosif que Tom Aspinall n'ait jamais affronté dans sa carrière, surtout pour ce qui est du grappling, et que les deux sont des ceintures noires, c'est vrai, mais dans le monde du jiu-jitsu brésilien, il y a ceinture noire, et il pense qu'il serait capable de l'emmener en eau trouble. C'est exactement les termes qu'avait utilisé Curtis Blades pour la revanche. Parce que d'ailleurs, Curtis Blades, on se disait tous, lui il va lutter Aspinall, lui il va lui mettre la marche avant, on va voir Aspinall sur le dos, on va voir Aspinall dos à la cage. Finalement, il n'en a rien été, donc ça n'est peut-être pas si simple que ça. Et puis on pourrait lui répondre aussi à Almeida, moi je l'aime beaucoup ce combattant-là, que lui il a mis la pression à Curtis Blades. On a eu un combat Almeida contre Blades, il lui a mis une pression de dingue, il l'a mis dos au sol, il l'a mis dos à la cage, sauf que d'un seul coup son cardio l'a lâché, et là ça a été terminé, il s'est fait finir par Curtis Blades. Donc est-ce que c'est ce qu'il attendrait face à Tom Aspinall, ou est-ce qu'il s'est amélioré depuis, il a appris de ses erreurs? C'est aussi bien sûr une possibilité. Jailton Almeida, il a aussi parlé de Cyril Gane, et d'après lui, Cyril Gane n'est pas assez concentré sur le MMA, il le voit faire du cinéma, il le voit faire autre chose, et il pense que quand tu arrives à ce tel niveau, quand tu es dans le gratin des poids lourds de l'UFC, il faut que le MMA soit ta priorité absolue. Maintenant, ceci dit, il ne reproche pas à Cyril Gane d'avoir accepté d'affronter Aspinall, parce qu'un combat pour une ceinture, ça ne se refuse jamais. Et il a conclu en disant que c'était encore possible pour lui d'aller chez les lourds légers, que c'était entièrement possible, il pouvait faire le poids, et pourquoi pas un jour peut-être affronter Magomed Ankalaev, même si pour l'instant il est concentré sur les poids lourds. Ce week-end, vous vous souvenez, on devait avoir Amir Albazi contre Tatsuro Taira. Albazi a déclaré forfait. On sait aujourd'hui pourquoi, tout simplement la commission athlétique ne l'a pas autorisé à combattre, alors il donne pas de détails, mais ça vient pas de lui directement, c'est la commission athlétique qui a dit non, il dit voilà je suis désolé mais je comprends que la commission fasse ça pour préserver ma santé.
Du coup, Tatsuro Taira, il va affronter un Sud-Coréen, hein, souvenez-vous, on en parlait hier, et puis Taira a aussi déclaré qu'il aimerait beaucoup affronter son compatriote Kai Asakura, surtout si le combat pouvait se faire à la Saitama Super Arena au Japon. C'est sûr que pour l'UFC, tu as Taira qui monte, si tu as Asakura qui arrive, enfin qui remonte, parce qu'il vient de perdre Taira, qui arrive à reprendre sa marche vers l'avant, Asakura qui arrive à reprendre sa marche vers l'avant, un moment tu fais ce combat-là au Japon, ça va être un truc de fou bien sûr, encore plus énorme si c'est pour une ceinture, et j'ai un peu du mal à y croire pour l'instant, mais écoutez, sait-on jamais? Revenons un peu à l'événement du week-end dernier avec Derrider qui a battu Whittaker. Paulo Costa avait tweeté quelque chose du style Je ne suis pas impressionné ». Derrider lui a répondu Tu as eu ta première victoire en 3 ans. Moi j'ai eu ma première décision en 4 ans. Et tu parles. Les actions parlent plus que les mots. Alors on pourrait peut-être se rencontrer au mois de novembre au Madison Square Garden. Ne reste pas assis à ne rien faire pendant une année de plus. Derrider contre Paulo Costa, pourquoi pas? Moi, je pensais que Derrider pouvait viser un peu plus haut. Maintenant, ça dépend de ce qui va se passer. Ça va aussi être une question de timing. Et si Derrider, finalement, décide de continuer à être aussi actif, alors pourquoi pas, bien sûr, prendre un Paulo Costa. Et puis Robert Whittaker, qui a été le grand perdant de cette soirée, lui dit que ça n'est pas fini, que c'est juste une nouvelle leçon qui a été apprise. Il a juste connu un petit ralentissement, mais il y croit toujours. Je pense qu'il est de plus en plus seul à y croire. Après, je comprends, un ancien champion, un gars de cette trempe, il pense sûrement qu'il a toujours le niveau pour redevenir champion. Moi, personnellement, et je sais que vous, quand je lis vos commentaires, vous commencez à en douter sérieusement. Comme on est dans cette catégorie, et qu'hier je vous disais que Caio Borraio allait être le backup fighter pour le combat entre Shimaev et Dricus du Plessis au mois d'août, et qu'il était toujours censé affronter Nassourdine Imavov au mois de septembre à Paris, ça me semblait un peu dur. C'est votre idée générale, hein. Et il y a notamment Michael Pessanti qui me dit Caio va couper son poids 2 fois en 2 mois, c'est excellent pour Nassour. Je suis d'accord avec toi, ça c'est un point de gagné pour Nassourdine Imavov. En tout cas, c'est mon avis, et la plupart d'entre vous, vous êtes aussi d'accord avec ce que je disais hier, à savoir que Borraio est en train de jouer un rôle, il fait un trash talk un peu dégueulasse, et je trouve que ça dessert son image. C'est une idée, je trouve, qui est répandue dans la communauté, puisque vous êtes nombreux à m'avoir remonté ça aussi. Des nouvelles d'un ancien de l'UFC, quelqu'un qui nous a offert une guerre, un combat mémorable, Rory McDonald. Rappelez-vous, quand il a affronté Robbie Lawler, c'était quelque chose de dingue. Rory McDonald, ça fait 2 ans qu'il a arrêté le MMA, qu'il ne s'entraînait plus du tout. Et il a expliqué qu'en fait, il était très déçu de ne pas avoir réussi à arriver là où il voulait arriver, hein, être champion, avoir la ceinture. Il a quitté l'UFC, il a été au Bellator, puis au PFL. Quand il arrive au Bellator, c'était un truc de fou, hein, on s'en souvient. Le Bellator, c'était vraiment la pépite. Il signait la pépite, il signait le futur champion. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Il dit voilà, maintenant j'ai pris du temps de recul, je me suis pas entraîné pendant 2-3 ans. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai profité pour faire autre chose, mais actuellement, je suis de retour à la salle à plein temps. On lui a dit, ah bon, plein temps, ça veut dire quoi? Plein temps, pour lui, ça veut dire 2 ou 3 fois par jour, et il a toujours cette petite flamme en lui, donc pourquoi pas un retour de Rory McDonald, même si bien sûr il est parti sur une mauvaise série, le MMA a continué à évoluer sans lui. Je pense bien sûr que ça serait très compliqué de revenir maintenant, mais tout est possible bien entendu. Et puis il a aussi ajouté, hein, que quand il a commencé à faire beaucoup d'argent, notamment après le combat contre Lima, le premier, il dit là j'ai commencé à perdre la passion, mon lifestyle, mon mode de vie a changé avec l'argent, etc. Et après ça, je ne suis jamais redevenu, je n'ai jamais retrouvé mon niveau, je n'ai jamais été de nouveau le même. Retour à l'UFC avec un combattant actif cette fois-ci, Sean Brady. Lui, il veut combattre, voilà, il veut être dans le mix, mais il dit je suis dans une situation très compliquée actuellement, je n'ai pas vraiment d'opportunité, mais je veux combattre, je veux être actif. Par contre, si on m'assure que mon prochain adversaire est Shavkat Rakhmonov et que le combat ne pourrait avoir lieu qu'au mois de novembre, alors ok, je suis prêt à attendre le mois de novembre pour combattre, parce que je sais que affronter Rakhmonov et le battre, ça veut dire que le combat d'après c'est la ceinture. Donc voilà, je serai prêt à mordre un peu le protège-dents, à attendre et à affronter Rakhmonov seulement au mois de novembre. Une rumeur maintenant, elle vient de Mateusz Gamrot, qui nous apprend que l'UFC serait en train de travailler sur une revanche avec Benel Dariush. On a aussi un combat de signé, Carlos Ulberg contre Dominique Reyes, le 27 septembre pour l'UFC Pulse.
Carlos Hulberg, là, il va se rapprocher vraiment des conversations très intéressantes avec une victoire. Et comme on est dans cette catégorie, hier on parlait de Jiri Prochaska contre Khalil Rountree. Un combat, moi, que j'attends beaucoup. On risque d'avoir du sang, on risque d'avoir du chaos. Et vous êtes beaucoup à le penser aussi, hein, à l'image de Leflex qui me dit le combat de Jiri contre Khalil me hype à fond. J'adore ces deux combattants-là. C'est vrai qu'on va retrouver un peu le sentiment qu'avaient les fans pour Holloway et Poirier. C'est un combat de dingue, on s'attend à un truc de fou. Mais c'est deux combattants que tout le monde apprécie, donc tu veux pas voir perdre l'un, ni voir perdre l'autre. Je pense qu'il y a un petit parallèle à faire entre ces deux combattants-là. Et on termine avec Jared Cannonier. Jared Cannonier qui va affronter Michael Venom Page. Il a expliqué qu'il ne savait pas pourquoi c'était lui en particulier. C'est le choix des matchmakers. C'est un très gros combat, bien sûr, sur une grosse carte, hein, le pay-per-view du mois d'août, lui aussi. Et puis un gros KO pourrait bien le placer dans les classements, pourrait le remettre dans la course à la ceinture. Maintenant, il aurait préféré affronter quelqu'un de classé, quelqu'un qui faisait une vraie logique dans la route jusqu'au titre et qui pouvait prouver, bien sûr, en le battant, qu'il avait toujours sa place parmi l'élite, parce que Michael Venom Page, c'est plutôt un poids welter, même si la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en moyen, face à Sharapouddin Magomedov, mais il le dit, il n'est pas dans les classements, donc si je le bats, c'est bien, c'est un gros nom, mais moi, j'aurais préféré un gars dans les classements pour prouver que je peux battre un gars classé. Maintenant, c'est Michael Venom Page, c'est un gros nom, c'était une opportunité, il l'a saisi. En plus, il pense être dans son dernier contrat à l'UFC. Je crois qu'il a parlé de 4 combats au contrat. Il ne pense pas qu'il re-signera après. Donc clairement, il le sait, c'est sa dernière chance. C'est sa dernière ligne droite s'il veut un jour devenir champion. Et puis sans dévoiler sa stratégie, bien sûr, pour ce combat-là, il a expliqué qu'il allait devoir mettre la pression à Michael Venom Page, capitaliser sur les erreurs de l'anglais, et puis profiter de la moindre ouverture pour lui faire payer. Mais de toute façon, ça c'est son style à lui, c'est ce qu'il fait contre n'importe qui. Donc lui ne voit pas ce combat-là, ne voit pas son adversaire en se disant « Ok, il faut que je résoudre l'énigme Michael Venom Page ». Parce que c'est vrai que Page, il a un style très particulier, qui peut être difficile à manœuvrer parfois, mais lui ce qu'il dit c'est que si je fais ce que je sais faire, si je fais ce que j'ai à faire, alors ça ne posera pas problème. Il dit c'est aussi une possibilité d'aller chercher le grappling. Je ne sais pas quel est son réel niveau de grappling à Michael Venom Page, mais tout ce que je sais, c'est que quand je vais le mettre au sol, on verra comment il réagit, mais moi en tout cas, j'ai mon plan de route et je sais ce que je dois lui faire dans le domaine. Il a ajouté aussi que l'anglais allait avoir l'avantage de la vitesse et lui l'avantage de la puissance, mais il précise, ce n'est pas parce qu'il a l'avantage de la vitesse que moi je suis lent. La vitesse, ça n'est pas mon point faible. Et puis il serait prêt aussi à accepter une revanche contre Israël Adesanya parce que ça le rapprocherait du titre, tout simplement, mais il n'est pas convaincu que le public et que l'UFC veuillent voir cette revanche, puisqu'on s'en souvient, quand ils se sont affrontés, c'était pour la ceinture, et le combat, soyons très honnêtes, n'avait pas été génial. Les amis, merci d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission dédiée à l'actualité des arts martiaux mixtes. Pensez à liker, vous abonner, aller voir mes shorts. J'ai fait quelques formats courts que je trouve plutôt intéressants, surtout le dernier sur le coréen Park qui combat ce week-end. Il avait mis un super KO en 2023. Je l'ai analysé, ça dure 30 secondes. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis suivez-moi gratuitement sur tous les réseaux, notamment sur Patreon, pour du contenu exclusif. Passez tous une très bonne soirée. Salut!